Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire organisé par l'Association Sénégal Supply Chain et le réseau des logisticiens et supply chain managers de la Guinée. Donc, je me nomme Thierno Abdoulaye Diallo, je suis le directeur du magazine Africa Supply Chain. Donc, je me fais l'honneur de présenter ce webinaire. Je suis en compagnie aujourd'hui je suis en compagnie de M. Ousseynou Pouy, qui est le directeur général de Sénégal Logistique South, qui est en même temps le président de l'association Sénégal Supply Chain. Je suis avec aussi Madame Tabara Diop, qui est directrice de Improve Logistics. Et nous sommes aussi en compagnie de Eric de la Guinée, qui est expert dans le domaine de la supply chain. Donc, pour ce webinaire, ça va se dérouler en deux parties. La première partie c'est concerné exclusivement aux panélistes. Donc, on aura des questions et ils vont tout à tour répondre aux questions. Et à la deuxième partie, donc, nous allons ouvrir le webinaire aux participants qui pourront soit faire des interventions, des suggestions ou des contributions, ou même poser des questions. Donc, nous demandons à tous les participants de désactiver leur son et aussi d'arrêter la vidéo pour qu'on puisse tenir un webinaire sans souci technique. Donc, tous les participants, à l'exception des panélistes, donc on leur demande de désactiver leur son et d'arrêter leur vidéo pour que nous puissions tenir un webinaire sans souci technique. Parfait, merci beaucoup. Donc, peut-être je vais commencer à donner la parole aux panélistes qui vont se présenter, peut-être mieux présenter, disons, le profil aux participants. Je vais commencer par le président de l'association Sénégal Supply Chain, Ousseynou. Donc, je vous donne la parole pour faire une petite présentation. Merci beaucoup, Thierno, pour l'introduction. Et voilà, je passe le bonjour à l'ensemble des participants à ce webinaire. Et comme présentation, je suis le président de Sénégal Supply Chain et en même temps, je suis le directeur général de Sénégal Logistique, qui est une entreprise qui évolue dans le domaine du transport, de la manutention et du freight forwarding. Et en même temps, voilà, je suis un ancien de la compagnie Myers. J'ai fait aussi des compagnies comme DHL Global Forwarding, comme Ito Global Logistics avant, voilà, de me lancer dans l'aventure de Sénégal Logistics. Donc, voilà, de manière très brève, voilà la présentation. Merci, merci Ousseynou. Tabara, vous êtes là? Donc, elle était connectée tout à l'heure, je l'ai vu. Donc, je pense qu'on va passer la parole à Eric. Eric, tu es là? Eric Francis Bunda. Oui, je suis là. Bonjour, voilà, bonjour à tous. La parole. Oui, très brièvement, je suis M. Eric Francis Bunda. Je suis doctorant en logistique et transport au Crédit-Log de l'Aix-Marseille Université. Je suis dans la directive expert des opérations portuaires et logistiques dans le cadre de la mise en place du marché du commerce extérieur de Guinée. Je suis également enseignant
dans le cadre du master transport et logistique pour des masters à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Conakry. Je suis également enseignant à l'Université Kofi Annan de Guinée et l'Université française de Guinée. Voilà. Je suis également membre de plusieurs associations de logisticiens, notamment ACOLOG, l'association des logisticiens congolais et l'association des logisticiens guinéens. Voilà. Grosso modo, c'est ma présentation et je remercie les organisateurs, les panélistes et surtout les participants. Merci et bonne session à tous. Merci Eric pour votre présentation. Je pense que Tabara est de nouveau là. Tabara, vous êtes là? Elle avait des difficultés de connexion tout à l'heure. Voilà, elle va certainement revenir. Elle va certainement revenir. Donc, nous allons passer à la première question. Oui, elle est là. Tabara, tu es là? Tabara, il faut activer ton son. Voilà, donc elle va prendre le train en marche. On est en logistique, hein? C'est ainsi qui court, c'est le train qui est à la mode. Donc, par rapport à la première question que j'avais envie de poser aux panélistes, alors, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle au Mali sur le plan de la supply chain? Hein, donc, Président Ousseynou? Oui, Kerno. Bon, je pense que l'analyse en fait, est très large parce que je pense que la spécificité du Mali, d'abord, c'est que c'est un pays qui est situé dans l'Interland. Maintenant, lorsqu'on parle d'Interland, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accès par voie maritime. Au niveau du Mali, on a juste des ports secs comme Kati qui permet aujourd'hui d'accueillir le trafic qui vient vers différentes destinations. Donc aujourd'hui, cette crise malienne est venue à un moment où l'économie était déjà KO, parce que n'oublions pas qu'à un certain moment donné, on a fait les frais un peu du Covid-19 et du ralentissement des flux au niveau mondial. Donc, pour dire vrai, la crise malienne n'a pas arrangé les choses parce que au moment où la supply chain, l'économie qui est basée sur la supply chain commençait à se relever, c'est à ce moment-là que les frontières ont été fermées. Et n'oublions pas, par exemple, si nous prenons le cas du Sénégal, 30% du trafic qui transite par le port autonome de Dakar va directement au niveau du Mali. Ça veut dire que ça occupe une place prépondérante dans le tissu logistique, dans la supply chain au niveau du Sénégal. Donc aujourd'hui, fermer les frontières à un pays comme le Mali a un double impact à la fois pour les pays qui se trouvent dans les alentours, mais aussi pour le Mali en tant que tel, il va se retrouver dans une situation où le pays ne sera plus en mesure d'avoir provisionnement correct des biens, voilà, et ça va même qui ont été bloqués. Donc, si nous prenons le cas des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, qui étaient les principales portes d'entrée pour le Mali, je pense que c'est un manque à gagner considérable. Bien vrai qu'aujourd'hui, il y a des marchandises qui sont homologuées, telles que peut-être le riz, telles que le blé, ou bien les marchandises qui sont importées par les Nations Unies qui parviennent à franchir les frontières. Mais on peut dire que 70% aujourd'hui des marchandises sont bloquées au niveau de la frontière. Et ça a un impact qui est catastrophique
va dans un niveau qui est plus micro. Et voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, la majeure partie des entreprises qui évoluent dans le domaine de la supply chain, de la logistique et du transport sont dans une logique de faillite parce que il y avait des entreprises qui étaient typiquement spécialisées pour le trafic malien. Donc aujourd'hui, si la frontière est fermée, ça veut tout simplement dire que ce sont des marges qui sont compromis et ce sont des emplois aujourd'hui qui sont compromis. Donc, en termes de chiffres, je n'ai pas encore le chiffre exact pour savoir aujourd'hui le nombre d'entreprises qui sont retrouvées en état de faillite à cause de la fermeture de la frontière du Mali. Mais je peux dire déjà d'emblée, à partir du constat de visu qu'on a, que la majeure partie des entreprises ont fait bankrupt et la majeure partie des transporteurs se sont retrouvés dans une situation où ils s'étaient obligés de vendre leurs camions pour pouvoir peut-être régler leurs créances au niveau des banques. Donc, l'impact est considérable parce que toute l'économie qui circulait autour de la supply chain se retrouve compromis, sans pour autant compter l'impact en fait ressenti même par la population du Mali. Parce qu'aujourd'hui, cela se matérialise par une hausse en fait du coût de la vie. Parce que si nous prenons juste le cas du carburant qui a été pendant longtemps moins cher au Mali qu'au Sénégal, aujourd'hui, on voit qu'il y a une flambée et cela est la résultante en fait du coût que la supply chain a reçu à cause de la fermeture des frontières. Donc, ce n'est pas seulement le carburant, mais ça va être aussi le cas pour les autres denrées de première nécessité. Ça va aussi être le cas pour les marchandises qui sont classées dans les FMCG, les Fast Moving Consuming Goods. Donc, c'est un impact négatif pour les pays de la CEDEAO, mais aussi pour le Mali. Mais par contre, aujourd'hui, des pays comme la Guinée, Conakry ou bien des pays comme la Mauritanie sont en train de tirer leurs épingles du jeu parce qu'ils constituent aujourd'hui l'une des principales portes d'entrée des marchandises qui doivent partir vers le Mali. Donc, au moment où la CEDEAO est en train de partir de cette crise-là, on a d'autres pays qui ne font pas partie de la CEDEAO, qui ne font pas partie de l'espace UEMOA du moins, comme la Mauritanie ou bien la Guinée-Conakry aujourd'hui, qui parviennent à capter ce trafic. Et je pense que ça peut être aussi un coup de boost respectivement pour ces deux ports-là qui étaient un peu laissés en rade au profit du port de Dakar et du port d'Abidjan. Donc, je pense que c'est cette analyse-là que je fais d'emblée de cette crise malienne. Merci, Président. J'avais juste une petite question. On sait que vous êtes transporteur et que vous faisiez le corridor Dakar-Bamako. Aujourd'hui, comment tu as été impacté par la crise malienne? Juste pour les transporteurs, pour savoir. Bon, l'impact, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une perte de 30% de notre chiffre d'affaires. Parce que, par exemple, pour une entreprise comme, si je pense spécifiquement au cas de Sénégal Logistique, où peut-être ce qui nous a permis aujourd'hui de rester debout, c'est que nous avons un trafic qui est très diversifié. Nous faisons la Mauritanie, nous faisons la Guinée, nous faisons Abidjan via la Guinée aussi. Et nous avons beaucoup de volume à l'intérieur du Sénégal. Donc, nous nous retrouvons juste peut-être avec 30% ou bien 35% qui partaient au Mali. Donc là, l'impact, c'est quoi? C'est que là où on faisait peut-être une marge de 10 millions, on va se retrouver avec une marge de 7 millions. Donc ça, c'est un manque à gagner considérable parce que si on fait le récap de toute cette perte-là sur une année, on peut se retrouver sur un manque à gagner de 30 millions l'année. Donc ça, c'est un impact direct que l'on a. Et même par rapport à l'achat du carburant, aujourd'hui, on achetait le carburant à 600 au niveau du Mali. Le prix du carburant était à 655 au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, le prix du carburant est passé de 600 à 700 et quelques au niveau du Mali. Donc, ça aussi, ça se répercute par voyage
Si on fait un calcul micro, ça se répercute par un manque à gagner de 50 000 par voyage. Donc, pour quelqu'un qui faisait peut-être 100 ou bien 150 ou bien 200 rotations ou bien 1000 rotations sur le Mali, il faut juste faire le calcul pour voir l'impact considérable que cette crise-là est actuellement en train d'avoir sur les entreprises qui évoluent dans le secteur du transport. Merci, merci, Président. Maintenant, l'autre point aussi sur lequel l'autre point que je voulais rajouter, Oui. c'est que aussi il y a une situation dans laquelle beaucoup de transporteurs se trouvent, c'est qu'il y a des camions qui sont bloqués au niveau de la frontière depuis le mois de janvier. Beaucoup de personnes n'en parlent pas. Nous, peut-être, on a eu la chance de ne pas faire partie de ce lot, mais il y a beaucoup de camions qui sont présentement bloqués au niveau de la frontière, qui peuvent ni retourner au Sénégal à cause de la régulation en douane et qui ne peuvent pas entrer au niveau du Mali à cause du blocus qui a été fait par la CEDEAO. Donc, aujourd'hui, ces transporteurs-là sont dans une situation catastrophique parce qu'ils sont en train d'immobiliser leurs camions qui ne fonctionnent plus du tout. Ils sont en train de payer des frais pour leurs chauffeurs qui sont là-bas, qui sont obligés de rester pour assurer la sécurité de la marchandise. Donc, ça aussi, c'est vraiment un des points noirs de cette crise-là. D'accord, super. On va revenir sur ça avant la fin du webinaire pour parler des problèmes de ces transporteurs-là qui sont bloqués au niveau de la frontière malienne. Donc, je vais passer la parole à M. Eric Francis. Eric, vous, en tant que supply chain manager spécialiste du domaine, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oui, merci, monsieur l'animateur, pour la parole. Et je remercie le précédent panéliste pour sa brillante présentation sur la situation actuelle de la Guinée, auquel je vais peut-être éviter de me répéter. Mais avant de parler déjà de la situation du Mali sur la supply chain, c'est de présenter d'abord le Mali en lui-même. Alors, le Mali, parce qu'il y a plusieurs participants qui peut-être ne connaissent pas déjà géographiquement le Mali, puisqu'il faut déjà le présenter. Alors, le Mali, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a environ 1 250 000 kilomètres carrés, avec à peu près 21,5 millions d'habitants, de consommateurs, bien évidemment. En termes de répartition de zones, il faut noter que le Mali dispose de 2 espaces géographiques. La région sud, où la plupart des flux passent par Bamako, qui est la capitale, puisque c'est une zone très, très humide, avec de la savane herborée, puisqu'il y a le fleuve Niger qui traverse cette zone-là. La deuxième zone qui est du nord, qui est plutôt traversée par le Sahel et le Sahara, qui est plutôt désertique et difficile d'accès. Alors, plusieurs acteurs logistiques utilisent la ville de Monti pour justement, qui sert de hub logistique pour tous les flux de marchandises en provenance des pays extérieurs, passant par Bamako pour aller vers le nord, par les principales villes Tombouctou, Gao et Kidal, passe par cette ville-là. En termes de répartition du PIB, le Mali dispose d'un certain nombre de sources, de secteurs. Le premier secteur, qui représente à peu près 39% du PIB, c'est l'agriculture. Donc, on a le coton, le riz, le mil. Le deuxième, c'est le secteur de l'industrie. On parle beaucoup du secteur minier, de l'or, qui représente à peu près 23%. Et on a enfin le secteur tertiaire, c'est le commerce, ce sont des activités administratives, commerciales, etc., qui représentent à peu près 37%. Donc, pour savoir, c'est que les organisations associées à ces secteurs d'activité-là ont besoin d'être approvisionnées, donc à l'importation, et surtout distribuer des marchandises à l'exportation. Alors, on va s'intéresser aux pays extérieurs, dans les pays frontaliers au Mali. Nous avons la Mauritanie qui est à l'ouest du pays, nous avons l'Algérie qui est au nord-est, je dirais, on a le Niger, on a le Burkina Faso, la Guinée et le Sénégal, et bien évidemment la Côte d'Ivoire.
Alors, nous allons nous intéresser au fait que le Mali est un pays enclavé, comme mon précédent panéliste a bien dit. Donc, on va plus s'intéresser à la supply chain dans la mesure où, pour s'approvisionner et pour exporter des marchandises de grosse volumétrie, il faut passer par voie maritime. Alors, il y a 3 pays qui sont bien évidemment frontaliers au Mali et qui intéressent les acteurs logistiques. D'abord, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avec le port d'Abidjan qui a à peu près 1100 km de Bamako, qui est le point central, comme je le disais tout à l'heure, et où à l'époque, hein, je préfère le dire ainsi, on avait une prédominance de 80% des marchandises qui transitaient jusqu'aux troubles de 2002, si je me souviens bien, où la crise politique de la Côte d'Ivoire qui a fortement impacté le pays. Et les acteurs maliens se sont dirigés vers le Sénégal, qui est le deuxième pays qui nous intéresse. Le Sénégal, à travers le port de Dakar, qui est le premier port d'escale au sud, donc pour des flux venant de l'Europe, et le dernier port d'escale en allant vers l'Europe. Donc, stratégiquement, du point de vue position géographique, le port de Dakar serait l'idéal. Et d'ailleurs, DP World, qui est l'acteur portuaire de ce port, est présent également à Bamako. Donc, c'est la raison pour laquelle le port de Dakar a été utilisé, puisque 90% de flux de marchandises passait, je préfère le dire ainsi, par le port de Dakar jusqu'à l'embargo du 9 janvier 2022, où aujourd'hui, avec la situation actuelle, certainement, enfin, je dirais, les marchandises passent par la Guinée, qui est le dernier pays qui nous intéresse. Alors, la Guinée, à travers le port de Conakry, est le port le plus proche de Bamako. On est à peu près à 970 km, ce qui est déjà intéressant du point de vue distancié pour Bamako. Et donc, du point de vue distancié, nous constatons que nous avons un seul tronçon de Conakry à Bamako, qui est le tronçon Conakry, Kouroussa, Mamou, Kourémalé et Bamako. Donc, on est à peu près à 970 km, comparativement à, entre guillemets, ses concurrents, puisque le port d'Abidjan, qui est le port le plus important de l'Afrique de l'Ouest, qui a également un seul tronçon d'Abidjan à Yamoussoukro, et le port de Dakar pour Bamako, nous avons 2 tronçons et une voie ferroviaire. Alors, le Mali est un pays qui traverse, disons, des séries de situations qui impactent forcément la supply chain. Déjà, la crise sanitaire qui a commencé en 2020, qui a fortement impacté les coûts logistiques. Le deuxième, c'est le renversement du régime par la junte militaire en mai 2021, qui s'est soldé par le fait que le Mali soit suspendu de la CEDEAO. Et bien évidemment, qui s'est soldé après, en début de cette année, par l'embargo, c'est-à-dire fermeture des frontières avec le reste des pays et, in fine, gel des avoirs par les banques de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, nous avons, comme si cela ne suffisait pas, nous avons également la guerre en Ukraine qui vient s'ajouter, que nous vivons tous actuellement. Et là, ça empire de nouveau la situation. C'est pourquoi les acteurs logistiques aujourd'hui sont face à une situation de telle sorte que toutes les portes sont fermées, bien évidemment, en dehors de la Mauritanie et de l'Algérie, qui est difficile d'accès par rapport à ce que, pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, la zone du Nord Mali, qui est déjà conflictuelle, donc difficile d'accès en termes de voies terrestres de transport. Et la seule porte d'entrée, c'est la Guinée-Conakry. Donc, ça veut dire que les acteurs logistiques aujourd'hui se sont retrouvés dans une situation où
ils n'ont pas le choix et ils sont obligés d'utiliser, enfin, de changer de stratégie logistique et en passant par Conakry avec tous les problèmes que nous avons actuellement. Alors, il y a plusieurs conséquences que nous constatons. C'est déjà la diminution de la circulation des flux en termes de mobilité de personnes et surtout de marchandises. Donc, on a un manque de mobilité de personnes, de flux, enfin, de flux physiques, de personnes, de marchandises, de flux financiers, puisqu'il y a gel de capitaux, mais surtout des flux informationnels. Le deuxième volet, c'est que le Mali vit grandement dans les importations des produits de première nécessité. Et donc, avec ces séries de crises, on a une forte diminution du stock. Le troisième point, en termes de conséquences, c'est l'augmentation des prix des produits importés, qui sont fortement constatés par le fait que les coûts logistiques sont forcément augmentés dû au changement de stratégie et donc augmentation des coûts de marchandises. L'autre point, c'est l'augmentation des délais d'approvisionnement. Bien évidemment, les acteurs logistiques étaient très ancrés dans l'approvisionnement, bien qu'on était sur des délais de 8 à 10 jours entre Dakar et Bamako par voie terrestre. Aujourd'hui, on est à 10 jours. Donc, il y a déjà une grosse augmentation des délais d'approvisionnement et de distribution. Et en dernier lieu, nous avons la dégradation de la qualité des produits et surtout alimentaires. Parce que si on est sur des délais beaucoup plus longs, et on a des risques que lors de l'importation des produits périssables, du coup, la chaîne de froid risque de se disloquer puisque le tronçon Conakry-Bamako est beaucoup plus long et puis on aura ces risques de sécurité alimentaire. Voilà grosso modo l'analyse que je peux faire sur la situation actuelle du Mali du point de vue logistique. Je vous remercie. Donc, bonjour, merci Eric. Excusez-moi, j'avais coupé le son. Donc, je disais très bien. C'était une très bonne idée de présenter le Mali géographiquement pour permettre aux participants voilà, de mieux comprendre ce qui se passe. Et surtout aussi, c'était pertinent de parler des autres crises, en tout cas, qui sont venues aggraver la situation. Donc, c'est très bien. Je vais passer la parole à Tabara. Je pense que tu es là, Tabara. Oui, oui. Allô? Voilà, super. Alors, donc, tu vas te présenter rapidement et après maintenant répondre à la question sur ton analyse personnelle de la crise actuelle au Mali. OK. Bonjour à tous. Je m'appelle Tabara Diop. Je suis la directrice générale de Improve Logistique, disons, et nous sommes présents au niveau du Sénégal, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Je vous remercie. Merci de l'invitation pour participer à ce panel d'experts parce que j'ai suivi les précédentes interventions sur l'analyse qui a été assez très bien faite. Et bon, je ne vais pas essayer de me répéter. Bon, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit parce que je pense qu'une très bonne analyse a été faite sur la situation actuelle. Donc, grosso modo, effectivement, la situation du Mali actuelle est assez, pour ne pas dire désastreuse. Sur le plan de la supply chain, malheureusement, comme M. Pouy a pu le dire, ou M. Bunda, tout le monde est impacté. Je ne vois pas qui ne serait pas impacté, que ce soit du point de vue des transporteurs, les ports maritimes, bien sûr, les consommateurs finaux sont tous impactés par la situation actuelle. Et ne pas oublier, c'est pas, en termes de volumétrie, ce n'est pas suffisamment important, le secteur aérien, qui est aussi un moyen au niveau de la supply chain.
qui est gravement impacté parce que lorsqu'on prend par exemple Air Sénégal ou bien les compagnies maliennes qui venaient au Sénégal, qui aidaient à acheminer du fret et autres, malheureusement ont été obligés de stopper ces différentes dessertes, ce qui a engendré voilà, tout ce qui a déjà été dit au préalable. Donc, l'impact est général. La situation est, entre guillemets, catastrophique pour surtout ceux qui étaient spécialisés dans le corridor du Mali, malheureusement. Donc, on espère très bientôt arriver à une reprise. Donc, j'aimerais juste apporter un petit, bon, pas rectificatif, mais un peu complément à ce que M. Wunda a un peu expliqué par rapport au fait que le premier port d'escale était en allant vers le haut, vers le bas, c'était Dakar. Bon, avant Dakar, normalement, nous avons Nouakchott un peu plus haut et bon, et les autres ports qui sont en haut. Donc, en termes de premier port d'escale, bon, Dakar, voilà. Donc, maintenant, il faut aussi noter que Dakar, comparé aux différents autres ports ou bien pays, ont mis en place des conditions assez spécifiques pour les Maliens pour pouvoir faciliter et le transfert et tout ce qu'il y a comme activité, notamment un quai qui a été dédié, des conditions tarifaires assez appropriées, du moins assez revues aux avantages du transport malien. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place au niveau du Sénégal, qui a permis avec les différents entrepôts du Mali, des EMAS et autres, qui ont permis en fait de pouvoir asseoir et vraiment développer une meilleure supply chain via le port de Dakar. Donc ça aussi, il faut bien le noter. Bon, effectivement, Conakry, comme il a eu à le dire, parce que bon, pour ne pas répéter certains trucs, donc juste pour rajouter un peu, Conakry, effectivement, sur le plan de point de vue de la distance, est à 970 km et autres de Bamako. Mais il faut noter aussi les problématiques des ports de Conakry, notamment des aspects liés aux infrastructures et bien d'autres choses. Je pense qu'on y reviendra peut-être dans l'une des questions suivantes. Je ne sais pas s'il faut que je m'étale là-dessus. Donc, bon, là, le point 1 et le point 2 sont plus ou moins pareils. Donc, comme on disait, les perdants, tout le monde est perdant. Maintenant, effectivement, la Guinée et la Mauritanie essayent de tirer leur épingle du jeu. Nous avons le coton qui essaye de la CMDT qui passe maintenant par la Mauritanie, bien sûr, avec des problèmes qu'on sait actuellement. Bon. Gagnant aussi, bon, je ne vois vraiment pas de gagnant encore pour l'instant, sauf les autres ports qui essayent, mais bon, ils essayent. Ça reste toujours encore à l'essai. Ils ont quelques escales qui arrivent au niveau du port du Conakry encore, mais il y a les différentes limites qui sont les infrastructures, que ce soit par Nouakchott ou bien que ce soit par Conakry. Donc, nous avons hâte par rapport à voir l'avenir. Je ne sais pas si je peux déjà aborder le sujet de l'avenir. On va réserver ça à la fin. D'accord. Mais en tout cas, merci pour cette présentation et surtout la précision qui fait l'objet du Sénégal par rapport aux mesures qui ont été prises, en tout cas, malgré l'embargo, d'assouplir, en tout cas, le transport de marchandises entre Dakar et Bamako. Donc, je ne sais pas si les autres pays ont fait des choses comme ça ou c'est seulement le Sénégal qui a fait ça. Non, en fait, le truc, c'est que le Sénégal, naturellement, est le pays où, par exemple, il y avait des pipelines avec le Mali et qui sert d'approvisionnement principal sur beaucoup de marchandises. Donc, c'est un peu du point de vue humanitaire que le Sénégal, bien sûr, je pense, son Excellence Macky Sall, a eu à prendre des décisions pour quand même, pour certaines denrées de première nécessité, je pense que M. Kouy en a parlé, pour pouvoir permettre quand même l'accès à un certain nombre de choses. Bon, les autres pays encore, bon, la Guinée n'a pas réellement fermé sa frontière avec le Mali, donc c'est pour ça qu'il y a des navires qui ont été déviés ou des marchandises qui ont été déviées vers Conakry pour pouvoir aller vers Bamako à la place. Mais bon, on verra après, mais bon, la Guinée, les routes sont, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce point-là pour que la Guinée soit réellement un port de référence pour l'accès à Bamako. Super. Moi, j'avais une autre question pour tous les panélistes. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation a créé une configuration ou repositionnement
des circuits logistiques. Est-ce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avantagés aujourd'hui par rapport à d'autres pays? Bon, cette question est ouverte à tout le monde, à tous les panélistes. Bon, tiens, non, par rapport à cette question, je vais essayer de donner juste quelques éléments, laisser les autres continuer. Mais c'est sûr qu'il y a un repositionnement. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait une réorganisation, parce que déjà, là, la situation actuelle au niveau du Sénégal, je ne sais pas si c'est le cas au niveau de la Côte d'Ivoire, mais au niveau du Sénégal, il y a les lignes maritimes qui n'acceptent plus les bookings en partance pour le Mali. Donc, impératif, en fait, il s'agit bien sûr de produits non homologués. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, impérativement, si un fournisseur ou bien si un client veut importer de la marchandise non homologuée vers le Mali, il devra passer soit par le port de Conakry, soit passer par le port de Nouakchott. Donc, ça confirme que certainement, il va y avoir un repositionnement. Maintenant, le deuxième élément, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, du point de vue organisation logistique, et je pense que Tabara a bien étalé dessus, il y a des contraintes au niveau de la Guinée-Conakry. Parce que je pense que la Guinée aurait dû être, en fait, le principal gagnant de cette situation-là. Mais à cause, en fait, du manque d'infrastructures sur le plan routier, il y a beaucoup de trafic, en fait, qui est orienté vers le nord, qui n'est pas forcément le port le plus avantageux pour les chargeurs. Juste un exemple, jusqu'au moment où je vous parle, la majeure partie des marchandises qui doivent être acheminées en Guinée passent par le port de Dakar. Donc, ça va entrer un peu en contradiction parce que si le Mali décide de dévier vers la Guinée-Conakry, alors que la Guinée-Conakry elle-même, pour acheminer sa propre marchandise, passe par le port de Dakar, à cause du fait qu'il y a les infrastructures qui ne suivent pas. Donc, cela constitue un réel problème du point de vue pratique. Donc, pour moi, le pays qui va gagner le plus dans tout ça, ça va être la Mauritanie. Parce que du point de vue organisation, ils sont beaucoup plus en avance que le port de Conakry. Bien vrai qu'au niveau de Conakry, du point de vue formalité et procédure, c'est beaucoup plus facile de les effectuer en Guinée. Mais quand même, en fait, ce que les chargeurs ou bien les fournisseurs vont voir, c'est en fait en termes de régulation ou bien en termes d'infrastructure, quel est le pays qui répond le mieux aux exigences qu'ils ont et voilà, orienter le trafic vers ces pays-là. Donc, je vais juste me limiter à ces deux points-là et voilà. Merci. Merci beaucoup, Président. Eric, vous avez quelque chose à dire? Oui, tout à fait. J'ai suivi religieusement Madame Kabara, que je remercie pour la rectification du fait qu'il y a le port de Nouakchott, en effet, en Mauritanie, qui fait également partie des ports d'escale. Mais j'aimerais rebondir au niveau du changement de la situation logistique actuelle par rapport à la situation de crise que traverse le Mali. Je vais peut-être parler en qualité d'expert neutre de tout ce qui se passe. Je peux comprendre que, effectivement, du point de vue distancié, comme je le disais tout à l'heure, Conakry est à 970 km de Bamako, avec un seul tronçon, comme je le disais tout à l'heure, avec Conakry, Kouroussa, Mamou, Kourémalé et puis Bamako. Je peux rassurer les panélistes et puis les participants de la prise de conscience des gouvernements, enfin du gouvernement de transition guinéen, des enjeux qu'il y a actuellement du point de vue stratégique du port de Conakry. Il y a des améliorations qui sont en train d'être faites ou qui sont déjà faites depuis déjà un an. Déjà au niveau du port, puisque là, on va parler des critères de compétitivité du port. En termes de position géographique, on est clair que le port de Conakry est beaucoup plus proche. En termes d'infrastructure, puisque c'est le point effectivement où les opérateurs maliens
décriait fortement en termes de délai, en termes de qualité des infrastructures. Aujourd'hui, l'État guinéen a investi pratiquement 180 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures de Conakry non seulement de Conakry à Bamako via Kouré-Malé, et le tronçon également qui va au Sénégal via Sambailo, et également de la Côte d'Ivoire via Zérékoré. Voilà. Donc, c'est vraiment des points qu'il faut apporter. C'est ce prêt que le gouvernement de transition a effectué d'environ, je n'ai pas le chiffre exact, mais on est à peu près à 180 milliards de dollars à la Banque islamique pour permettre à ce que la qualité des tronçons soit faite. Derrière cela, nous avons également enregistré la construction des sites de Sisela, je crois, si mes souvenirs sont bons, à Kouroussa, à Tamagali, à Mamou et à Kouré-Malé en Séguiri. Ça, c'est piloté par le Conseil guinéen des chargeurs qui est actuellement en contact avec le Conseil malien des chargeurs. Ça, c'est vraiment un point qu'il faudra clarifier. Ensuite, de la construction des entrepôts. Nous avons également, toujours en termes d'infrastructures, puisqu'on est à une augmentation depuis le début de l'embargo, il y a 6 mois de ça, à plus de 60% en termes de volumétrie au port de Conakry. Donc, l'opérateur portuaire actuel, qui est Alport, a fortement investi dans tout ce qui est infrastructure. Il y a un projet d'extension du port de Conakry qui va, bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais le projet d'extension est déjà fait et même en cours, je veux dire, pour permettre à recevoir toutes ces volumétries de marchandises pour être expédiées au Mali et même à l'intérieur du pays. Troisième chose, il y a l'acquisition du matériel roulant qui est d'ordre environ de 3 millions de dollars à peu près. Ce matériel roulant va permettre à ce que les flux de marchandises qui arrivent à Conakry en transit pour Bamako puissent être traités de manière efficace et efficiente. Nous avons également le renforcement des capacités des acteurs, puisqu'on a également la compétence du personnel qui est derrière. Donc, on a vraiment une prise de conscience au niveau de la Guinée pour permettre à ce que toute la chaîne logistique soit opérationnelle pour permettre à ce que tous ces flux maliens puissent passer par le port de Conakry. Et nous avons surtout la mise en place d'une plateforme web, si mes souvenirs sont bons, hein, toujours pilotée par le Conseil guinéen des chargeurs, pour la gestion électronique du document unique du transport routier pour des questions de facilitation. Il y a des actions qui sont être faites en termes de relations entre les deux gouvernements de transition, hein, puisque c'est deux juntes militaires qui gèrent les deux pays, en termes de rencontres entre le directeur général du port de Conakry et les autres, représentants des autorités guinéennes et surtout les autorités maliennes de la chaîne logistique, à savoir la CMDT, à savoir le directeur général des douanes, etc., etc. Donc, c'est autant d'actions qui sont être mises en place par la Guinée pour permettre à ce qu'il y ait une fluidité de flux entre le port de Conakry et Bamako pour des marchandises en transit et pour répondre justement à toutes ces demandes. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter. Merci Eric, c'est très pertinent cette intervention, votre intervention. Donc, il y a beaucoup d'informations, en tout cas, pour moi en tant que magazine. Donc, je prends acte, je prends note. Donc, certainement, même après le webinaire, on va voir comment, en tout cas, exploiter ces informations-là pour en faire des papiers. Donc, Tabara, donc si l'on se fie à ce qu'Éric vient d'expliquer, mais il y a des erreurs par rapport à cette crise malienne parce qu'on voit que sur le plan géopolitique,
les deux jeunes qui sont au pouvoir, en tout cas, sont conscients plus ou moins de l'importance de la supply chain, de la logistique. Et comme ils ne s'entendent pas bien avec leurs voisins de la CEDEAO, mais eux, ils s'entendent bien. Donc, Tabara, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bon, ce que je peux dire par rapport à ça, enfin, je dis merci à M. Bunda d'avoir vraiment présenté et vendu le port de Conakry. Je pense qu'Alphonse sera très content. En fait, ce que je veux dire, parce que la conscience des différents États, que ce soit l'État malien ou les autorités maliennes ou guinéennes, ne remonte pas à maintenant. Depuis longtemps, depuis plus de 4-5 ans, et même bien avant, depuis plus de 10 ans, je dirais, cette volonté de développer le corridor Bamako-Conakry existe. Si je remonte par exemple à 3 ou 4 ans en arrière, cette démarche avait déjà été faite dans le sens où il y avait une foire qui avait été organisée à l'époque à Bamako, le port de Conakry, bon, le port de Dakar nécessairement y participe toujours. Donc le port de Conakry y est allé, bon, en ce moment-là, j'étais assez involvée au niveau de Conakry, donc on avait préparé tout un sujet, tout un débat et toutes ces histoires pour pouvoir s'assurer comment est-ce qu'on pourrait revitaliser le tronçon Bamako-Conakry. Donc, il y a beaucoup de ces initiatives qui se sont faites un peu bien avant. On a reçu la visite des douanes maliennes au niveau du port de Conakry à cette époque-là et vice-versa. Il y a eu même des gros importateurs qui s'étaient déplacés et qui avaient même déjà signé des conventions à l'époque pour essayer de voir dans quelle mesure faire passer leurs marchandises par Conakry à la place de Dakar. Effectivement, ils en sont conscients et bon, je suppose qu'avec la situation d'embargo, ils essaient encore plus vraiment de porter attention. Mais encore, il faut dire une chose, que les infrastructures ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Certes, ils ont pris des prêts de X ou Y milliards, mais les X ou Y milliards, on ne va pas construire la route en un mois pour pouvoir bénéficier de l'embargo, si je me place du côté guinéen, pour pouvoir avoir le maximum de marchandises qui y passent. Donc, avant d'arriver à ce niveau-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de trucs. C'est toujours bien de faire tout ça parce que c'est dans je veux dire, in fine, c'est à l'avantage de tout le monde et surtout du peuple malien. Le jour où l'embargo va être levé, que ce soit le Sénégal ou bien... En fait, il y aura beaucoup plus de compétitivité qui pourront peut-être jouer sur les prix. Donc, c'est bien qu'ils le fassent et qu'ils le fassent. Bon, maintenant, encore, combien de temps ça prendra réellement pour mettre en place ces infrastructures? Et un autre point que j'ai noté chez M. Pouy, qui dit que bon, les navires viennent à Dakar, déchargent à Dakar pour Conakry. Bon, je pense que l'une des raisons principales aussi de ce fait, c'est parce qu'il y a eu des commandes qui ont été effectuées depuis longtemps. Donc, voilà, ont été effectuées depuis longtemps dans les ports de débarquement standard sont Dakar. Donc, le temps de faire l'embargo est venu du jour au lendemain, entre guillemets, mais les commandes se passent en général 1 mois, 2 mois, surtout lorsque ça vient d'assez loin, donc ça se passe depuis longtemps. Donc, le navire a déjà été booké, la destination bookée, tous les tralalas ont été bookés, donc ils ont été tous un peu surpris. Donc, ils ont tout débarqué au niveau de Dakar et après voir comment est-ce qu'ils vont réacheminer pour certains la marchandise sur Conakry pour pouvoir ressortir ou bien voir comment le mettre en consommation en local. C'est un peu ce qui s'est passé. Bon, de façon globale, voilà. Donc, Monsieur Bondawi, Conakry, voilà, a fait plein de choses. Ils essayent de le faire depuis des années. Mais encore, il faudrait que ce soit assez practice on attend de voir les réalisations. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Effectivement, Alport est en train de faire des travaux d'extension qui, j'espère, dans quelques années, voilà, pourront le jour. Parce que là, il y a un problème aussi qui se posera au niveau de Conakry. Si la situation d'embargo perdure, on aura beaucoup plus de navires. Au lieu de faire destination Dakar, ça sera forcément destination Conakry. En plus des navires qui venaient déjà à Conakry naturellement. Donc, on aura un sérieux problème de congestion au niveau du port de Conakry, qui était déjà le cas, même avant, voilà, même avant ça. Bon, maintenant, c'est un peu la saison de pluie, il y a des périodes un peu mortes et autres. Mais lorsque tu as un flux qui venait de Dakar, maintenant, tu as un flux déjà, ton flux naturel crée de la congestion. Maintenant, si on rajoute un autre flux, ça va donner encore un peu plus de congestion.
Donc, j'espère qu'à la porte, mais je vois qu'ils avaient avancé déjà, ils ont vraiment travaillé assez rapidement côté Conakry afin de développer, du moins créer de nouveaux quais. Donc maintenant, j'espère qu'ils mettront rapidement à disposition de nouveaux quais pour pouvoir permettre l'accostage d'autres navires, réduire les temps d'attente en rade et vraiment faciliter les opérations. Donc, c'est bien qu'ils continuent. À the end of the day, on pense que dans quelques années, ça profitera à tout le monde. Les prix vont revenir un peu à la normale. Ça jouera sur la compétitivité et autres. Merci. Merci Tabara pour ces éclaircissements. Je pense que nous venons de finir la première partie du webinaire. Donc, nous allons donner la parole aux participants. Et il y a un monsieur Diawara. Est-ce que je pourrais ajouter juste... Oui, allez-y, présent, rapidement. Oui, très rapidement. En fait, je voulais juste apporter une précision par rapport aux navires qui sont débarqués au port de Dakar. En fait, la situation, il y a deux lectures. Moi, je donne plus la lecture très pratique des choses. Là, au moment où je vous parle, on a des navires, par exemple, qui sont à Dakar, mais la destination, ce n'est pas le Mali. La destination finale, c'est la Guinée-Conakry. Donc, moi, mon souci surtout, et la raison pour laquelle je disais tantôt que, en fait, la Guinée-Conakry n'a pas très bien tiré son épingle du jeu, parce qu'en termes de logistique, il faut surtout être très proactif. Et comme l'adage dit, il faut construire son puits avant d'avoir soif. Donc, aujourd'hui, la Guinée a un réel problème pour pouvoir assurer le débarquement de ses propres marchandises. Parce que si on se retrouve dans une situation où la marchandise qui est destinée, par exemple, à la Guinée-Conakry se retrouve débarquée à Dakar, tout en sachant que pour pouvoir acheminer une marchandise de Dakar jusqu'à la destination finale, minimum, il faut payer 50 000 la tonne. Donc, tout ce surcoût-là, parce que il n'y a pas des infrastructures adaptées au niveau du port de la Guinée, ça constitue une problématique et ça ne permet pas à la Guinée-Conakry de tirer son épingle du jeu carrément comme il le faut. Donc, je suis un peu rassuré par l'intervention d'Éric, parce qu'il est important aujourd'hui, si on veut être compétitif au niveau de l'Afrique de l'Ouest, si on veut tirer son épingle du jeu, de faire des investissements aussi bien au niveau du port qu'au niveau de la route, parce qu'en fait, il faut prendre en compte la bimodalité ou bien l'intermodalité lorsqu'il s'agit de l'acheminement des marchandises. Donc, je pense qu'ils ont pris une excellente décision en faisant tous ces investissements-là, et cela va vraiment faciliter dans un avenir très proche les échanges. Parce que n'oublions pas aussi que durant l'année 2020, il y a eu l'accord de la ZLECAf qui est sorti, la zone de libre-échange intercontinentale africaine. Donc, la ZLECAf, son objectif, c'est quoi? C'est de favoriser les échanges entre les pays africains. Donc, au-delà des marchandises qui sont importées d'Europe ou bien d'Asie ou bien des États-Unis, nous, on a besoin, entre pays africains, de pouvoir avoir un réseau interconnecté, de pouvoir échanger entre nous et de pouvoir développer nos économies. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a 17% des échanges que nous avons entre nous, alors que si on part en Europe ou bien en Asie, ils sont à 60%. Donc, impérativement, il nous faut cette interconnexion entre nos différents États pour pouvoir non seulement mettre en pratique les accords de la ZLECAf, mais surtout pour pouvoir développer l'économie africaine, tout en sachant qu'un pays pris individuellement, que ce soit le Sénégal, le Mali, la Guinée ou bien la Côte d'Ivoire, ne peut pas se développer tout seul. Donc, c'est ce complément-là que je voulais apporter. Merci en tout cas pour cette précision. Merci pour cette précision. En tout cas, oui. Excuse-moi, juste un petit complément à ce que M. Pouy a dit. Oui. Parce que je suis assez d'accord avec sa position, dans le sens où, lorsqu'on regarde ce que Nouakchott a fait, Nouakchott a récemment, il y a 1 an et quelques, inauguré un nouveau port avec de nouvelles infrastructures et tout. Donc, ils ont pris un peu tout ça comme une aubaine. Donc, ils sont déjà assez agressifs. Donc, en termes de, commercialement parlant, pour voir dans quelle mesure, avant que l'embargo du moins, que les frontières, l'embargo ne soit levé, voir comment au maximum récupérer du moins, la marchandise qui allait déjà vers Dakar et tout, au détriment de la Guinée-Conakry, quoi. Donc, j'épouse assez l'avis de M. Pouy sur ce point-là. Conakry,
C'est tout pour l'instant. D'accord, ça marche. Donc, la parole est ouverte aux participants. Donc, il y avait un certain monsieur Diawara, des entrepôts du Mali au Sénégal. Est-ce qu'il est là? Oui, bonjour. Bonjour, voilà, vous avez la parole. Est-ce que oui, vous pouvez non, activer Mamadou votre Diawara. caméra ou… Bon, je pense que c'est pas l'appel après, à la fin, Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de à la fin souci. de ma présentation, je vais faire une présentation de trucs par rapport à ça. Vraiment, je vous remercie les panélistes. Je suis très content en tant que Malien et puis en tant que responsable des entrepôts maliens au Sénégal d'attendre l'impact de la crise malienne sur la supply chain en Afrique de l'Ouest. Je pense que vraiment, je suis très content d'avoir ça, mais moi, je penserais que si vous avez bien formulé la question en disant que quelle stratégie logistique mettre en place pour la continuité d'approvisionnement en état de crise pour le Mali, ça va me faire plaisir. Parce que c'est une solution que je suis là à chercher, une solution depuis plus de 3 à 4 mois déjà pour le mettre en place. Vraiment, je remercie tous les panélistes et vraiment, je suis très content. Mais en ce qui me concerne, en tant que je suis chargé du trafic au niveau des entrepôts maliens au Sénégal, Ouais. je suis un logicien aussi, bien vrai que Sabi qui me connaît, pratiquement nous étions des étudiants. Et je remercie Eric au niveau de la Guinée, Tabara et puis l'autre intervenant, le représentant de tout par rapport à ça. Je suis très content pour les différentes interventions, mais il y a quelques points des exemples que je dois obliger de faire face à ces problèmes. Je pense d'abord, quand j'essaie de comprendre pour le cas du Mali, le Mali est entouré par 7 entrepôts. L'entrepôt malien qui se trouve au niveau de Nouakchott qu'on appelle Emamo, l'entrepôt malien au Sénégal qu'on appelle les Maz, l'entrepôt malien en Guinée Emagui, en Côte d'Ivoire Emassi, au Togo Emato, Cotonou, au niveau du Cotonou, au niveau du Ghana Emaga. Donc, pratiquement, ce sont les différents entrepôts qui approvisionnent le Mali à travers de ce type. Mais quand je prends les statistiques, parce que quand vous parlez par rapport à l'approvisionnement du Mali, il faut prendre les différentes statistiques. Je regrette parmi les panélistes, il n'y a pas eu de Maliens. Donc, quand je prends les statistiques de l'année 2021, EMAZ, les entrepôts maliens du Sénégal a fait 66% par rapport à l'approvisionnement du Mali. Je parle de l'importation sans importation. Les EMASI, ça c'est un rapport provisoire, a fait 24%. Les EMAGA au Ghana, 4%. Emamo 1%, Emab, les entrepôts maliens au Bénin 1,46%, Emagui 0,46% et Emato 1,64%. Donc ça, ce sont les chiffres, les statistiques. Après, je peux vous donner les trucs par rapport à ça. Ça, ce sont les statistiques à mon niveau, comme je suis chargé par rapport aux différents entrepôts, faire face par rapport à ça. Ces statistiques sont très importantes. Vous savez qu'à la veille de l'indépendance, tout le trafic malien passait par le Sénégal. Malheureusement, avec la crise qui s'est liée entre le Mali et le Sénégal, nous se sommes orientés vers la Côte d'Ivoire. Donc, jusqu'en 2002, nous sommes revenus encore au Sénégal avec la crise ivoirienne. Les critères de choix d'un port d'abord, quand nous prenons les 3 ports, déjà comme la compétition, je vois que déjà c'est entre le Sénégal et la Guinée, je ne vois pas l'élément de la Côte d'Ivoire qui se tire par rapport au fret malien. Un port aussi, c'est l'interland. Sans l'interland, il n'y a pas de port. C'est la compétition portière se gagne par la terre. Vous savez, entre nous, les différentes économies, je pense qu'il ne doit plus y avoir de barrières. L'IMO a mal fait vraiment de fermer la frontière. Donc, ça va créer une configuration au niveau des corridors. Mais ça s'est posé la question, si la Guinée parvient à jouer les franches jeux, je pense que la Guinée va sortir profit. Parce que ce soit la crise, sans la crise, à partir de fin 2002, moi, j'avais fait une nouvelle configuration. Avec le port de San Pedro, il y avait beaucoup de trafic qui a été conditionné par rapport à ce truc. Il faut tenir compte de la population, la consommation des eaux. Vous savez que dans nos capitales, 33% de nos produits sont consommés au niveau de nos capitales. Donc, pratiquement, quand vous prenez la situation géographique du Mali, le Mali sud qui t'étend vers Sikasso, les gens préfèrent aller la zone de Bougouni, la zone côtière de Bougouni, Sikasso, Koutiala. Donc, les gens préfèrent aller vers Abidjan. La zone de Kaye, la zone de l'Ouest, ils préfèrent venir plus, donc ils préfèrent venir au niveau de Dakar. Donc, pratiquement, les autres zones, nul n'était la crise du Nord. Vers Gao, les gens passaient pour Lomé et le Cotonou, Niger, Cotonou, pratiquement, ça, c'est pas loin. Les gens passaient par ce corridor pour ravitailler le Nord. Donc, avec la crise sécuritaire que nous vivons depuis 2012, vraiment, a beaucoup chamboulé les choses par rapport à ça. Donc, tenez compte de ça quand nous prenons d'abord de la stabilité pour le choix d'un port, de la stabilité sociale. Donc, par rapport à la stabilité sociale, vous savez que le Sénégal, c'est le pays le plus stable par rapport. Vous m'écoutez? Allô, oui? Très bien, oui. On vous entend très bien. Vous m'entendez? Oui. Vous savez que par rapport au choix du port, quand vous prenez quelques critères de compétitivité, comme Eric vient de dire, vous prenez la position géographique
et puis un marché international très propice, les infrastructures de qualité, surtout les prix des services portiers, c'est très important. Parce que déjà, avec la crise, quand vous prenez les prix portiers de la Guinée et faites une comparaison, vous avez que par tonne, il y a un écart de 10 000 francs. Donc, pratiquement, ça pose déjà d'énormes problèmes par rapport à la compétitivité du port de Conakry. En dehors même de ça, le coton, qui est notre produit phare d'exportation, il y a un extraportage à 40 km de Conakry qui pose d'énormes problèmes par rapport au coût. Quand vous connaissez les coûts sont secrets, je ne vais pas dévoiler ça. Quand vous prenez le coût par tonne, vous allez voir, ça pose d'énormes problèmes. Mais je tiens à remercier la Guinée. La manière dont ils sont là à faire, surtout les autorités administratives, ça pose déjà, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous savez que par rapport à la compétition portée, il faut tenir compte du coût, qualité et le délai. La Guinée, aujourd'hui, quand vous chargez à 48 heures, déjà vous êtes à Bamako. Comparativement au transit time de Dakar, c'est très loin. Là, j'essaie de remercier la Guinée par rapport à ça. Parce que les autorités administratives ont pris toutes les dispositions. Quand les camions maliens sont chargés au niveau du port de Dakar, ils sont escortés jusqu'à la frontière. Il n'y a pas de barrière par rapport à ça. Comparativement au port du Sénégal, quels qu'en soient les décrets signés par le président de la République, par rapport au fonctionnement du corridor, le délai d'attente du corridor sénégalais est très long. Le délai d'attente est très élevé. Le délai d'attente même du port, à partir vraiment de la manutention jusqu'au dernier kilomètre, pratiquement, je peux dire que c'est comparativement à l'Abidjan, comparativement au niveau de Conakry, le port du Sénégal a le transit le plus long du corridor. Donc, l'avantage du Sénégal, c'est sa stabilité sociale et puis les infrastructures de soutien qu'il offre aux entrepôts maliens au Sénégal ici. C'est ça qui est très important. Un pays continental, nous avons besoin aussi des assises. Quand vous venez voir les entrepôts par rapport, parce que le coton est vendu en forme. Quand le coton est vendu en forme, il faut obligatoirement des entrepôts par rapport à, pour prendre toutes ces discussions et la mise en forme par rapport à ça. Vous savez aussi la gestion du port. Vous savez que les chargeurs, ce sont les personnalités libres. Personne ne peut les imposer quelque chose. Mais ça dépend de la fidélité. Quand vous parvenez à les fidéliser, moi, je pense que c'est très important. Vous savez que les gens sont au niveau de Dakar, un transitaire qui vient s'installer pendant 18 ans, 20 ans. Pour le faire changer pour d'autres corridors, ce n'est pas du tout facile. Mais il faut pas voir que la Guinée prend toutes les dispositions idoines, surtout le coût portier. Parce que déjà, depuis fort longtemps, d'après les différentes études que nous avons menées, parce que j'ai eu la chance de faire un master en transport et j'ai pu étudier des entraves liées à l'acheminement des marchandises maliennes en transit par le port de Dakar. Et puis, j'ai eu aussi la chance, en faisant des études sur le corridor ivoirien, entre l'analyse du port de San Pedro et d'Abidjan dans le cadre de la desserte du Mali. Donc, j'ai su ces données par rapport à ça. L'inconvénient du port de la Guinée aussi, pendant le mois d'août, avec l'hivernage, pratiquement les débarquements et les embarquements posent d'énormes problèmes. Le pas, depuis fort longtemps, la Guinée devrait saisir l'opportunité vraiment de bien faire. 970 km de la capitale, qui fait déjà les 33% de consommation, la Guinée ne doit pas avoir assez de problèmes. Si les infrastructures sont nous les hommes. Je ne suis pas d'accord que les gens disent qu'il n'y a pas d'infrastructures. Quand le Mali va commencer à prendre chemin pour la Guinée sera obligée de faire des infrastructures conformément vraiment aux avis des Maliens. Au moment que nous venons ici dans les années 2002, mais le Sénégal n'avait pas assez de trucs. Il faut voir aujourd'hui, quand vous prenez la plateforme par rapport avec les gros bouchons qui se déroulent aujourd'hui au niveau de la plateforme. À 20 ans, ce n'était pas comme ça. C'est avec la crise ivoirienne que les gens se sont plantés au niveau de Dakar. Donc, malheureusement, aujourd'hui, avec les coûts portiers qui se profilent à l'horizon, et avec les tracasseries routières, les délais d'attente, qu'on ne parvient pas à mettre en place la mise en place du tuyau unique, ça pose d'énormes problèmes. Ça pose d'énormes problèmes. Et puis, ceux qui se trouvent dans tout ça, depuis 2008, l'arrêt du chemin de fer. Il y a l'arrêt du chemin de fer. Aujourd'hui, les gens, quand on devait parler du règlement 14, ils devaient avoir d'autres alternatives. Ils ont instauré le règlement 14 sans d'autres alternatives. Les gens, combien de millions de tonnes? Quand je prends les statistiques qu'on vous donne, déjà, les statistiques au niveau des EMAS, on fait combien de millions? Plus de 4 millions de tonnes en importation. En carburant seulement, nous avons fait l'année dernière plus d'1 million, 300 000 tonnes en 2020. Quand vous prenez par rapport au carburant, le produit en débarquement et tout le consort et les régimes à exportation, moi je pense que tous nos ports, il est temps de voir la vraie intégration pour que réellement le produit au dernier kilomètre soit à hauteur de soi pour nos populations. Parce que tout le problème qui se pose aujourd'hui, le délai est très long. Le délai à la frontière, les camions font 2 à 3 jours pour les formalités.
on ne parvient pas à instaurer aujourd'hui le tiré unique. Il faut voir, c'est tout dernièrement qu'on a éliminé le TS. Quand jusqu'à présent, il y a des escortes qui n'est pas physique, qu'on paye bêtement 35 000 francs pour les hydrocarbures et 70 000 francs sur l'autre corridor et 75 000 francs pour des camions. Moi, je pense que déjà tout ça, pour la population, au dernier kilomètre que nous consommons des trucs par rapport à ça, ça pose d'énormes problèmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le port qui parviendra, vraiment, je compte énormément sur la Guinée et San Pedro, qui parvient vraiment à mieux faire en matière de qualité, en matière de coûts, en matière de délai. Moi, je pense que nos chargeurs vont orienter vers ces pays-là. Ça ne sert à rien que vous chargez, vous faites 10 à 15 jours qu'on ne parvient pas à s'en sortir. Le délai m'a pris beaucoup de temps. Vous m'excusez par rapport au truc. Je n'ai pas préparé. C'est hier soir qu'il m'a appelé. Je suis obligé d'intervenir. Si j'étais informé à temps, avec les différents critères, les différents ports, j'ai des documents par rapport à ça, je pourrais en faire. En tout cas, nous avons beaucoup aimé, M. Diawa, votre intervention, très pertinente, très franche aussi. Donc, je pense que les Sénégalais ont bien entendu, en tout cas, les interrogations maliennes et aussi les autres participants qui sont avec nous. On va passer la parole à M. Laurent. Est-ce qu'il est là, M. Laurent? Donc, il y avait un monsieur certain Laurent qui voulait prendre la parole. Sinon, on peut passer la parole au président Ricardo. Ricardo, il est là? Moi, je suis Gassine. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien, Ricardo? Très bien, je vais bien. Voilà, vous on passe la parole, ça fait un bail. Vraiment, vraiment. Bon, bonjour. Oui, bonjour à tous. Non, je n'ai pas une intervention particulière. Je voudrais féliciter vraiment les organisateurs de ce webinaire et aussi féliciter les panélistes. Je suis Ricardo Mission. Je suis le président de la Fédération africaine des associations de logisticiens et également Fédération ouest africaine des associations de logisticiens. Donc, à ce titre, c'est à ce titre que je félicite vraiment les panélistes et les organisateurs. Et je voudrais juste demander que si nous pouvons nous focaliser maintenant sur les pistes de solutions et surtout à travers quel est le rôle, d'accord, que chacun de nous ici, individuellement, mais aussi collégialement, en passant par les associations professionnelles nationales, les acteurs, comment pouvons-nous mobiliser et qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire par rapport à cette crise logistiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire à court, moyen et long terme du point de vue influence de la gouvernance, influence de la chaîne d'approvisionnement, je veux dire, également être au service de nos populations. Voilà un peu ce que je voudrais poser comme préoccupation. Merci, Ricardo, pour votre très belle intervention. Je pense que Laurent est de retour. Laurent, on vous donne la parole et après, on vous donne la parole aux panélistes pour la fin. Laurent, tu es là? Oui, je suis bien de retour. Moi, c'est Laurent Massouma. Je suis responsable logistique pays chez Lafarge Holcim. Lafarge Holcim, leader mondial de l'industrie des matériaux de construction. Donc, moi, mon intervention, c'est peut-être pour apporter un peu plus d'optimisme encore à la présentation qui a été faite par mon collègue Eric Francis Vunda. Alors, en fait, moi, je pense que je suis beaucoup plus optimiste en ce sens que nous nous sommes beaucoup plus concentrés sur le port de Conakry. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, mais à l'instant où nous parlons, le gouvernement guinéen est en collaboration avec les sociétés minières qui ont de plus grands ports, n'est-ce pas, afin qu'ils mettent en place des quais commerciaux. Si nous prenons par exemple le port de Kamsar, nous, on a eu à charger pas mal de marchandises, par exemple, pour livrer le Mali, notamment à partir du port de Kamsar. Au-delà du port de Kamsar, il y a le port de Moribaya qui est 6 fois plus grand que le port de Conakry, qui est un port minier, bien sûr, mais qui va également aussi réserver certaines de ces quais aux opérations commerciales. Quand nous prenons aujourd'hui le port de Dapilon ou encore le port j'oublie de Katogouma, je pense,
Ce sont des ports aujourd'hui qui sont foncièrement minéraliers, mais qui sont en train de mettre en place des quais commerciaux afin de pouvoir recevoir de la marchandise. Et à l'instant où nous parlons, il y a pas mal de marchandises diverses aujourd'hui qui viennent à partir du port, qui rejoignent déjà la Guinée à partir de ces différents ports. Et ce n'est pas seulement du vrac, ils reçoivent du vrac solide, du vrac liquide, mais dans l'avenir, ils pourront recevoir, bien sûr, ce qu'on appelle des conteneurs. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que le fret malien dont nous parlons aujourd'hui, en tout cas dans la région du Grand Bamako, va revenir forcément à la Guinée dans les années à venir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de crise, même historiquement, entre le Mali et la Guinée. Tous les changements politiques qui ont eu lieu à la tête de la Guinée et du Mali ont résisté, ont continué à maintenir cette fraternité entre le peuple malien et le peuple guinéen. Aujourd'hui, dès qu'il y a une crise au Mali, le Guinéen se sent foncièrement concerné et vice-versa. Et je pense que cet amitié que ces deux peuples ont, ainsi que les opérateurs commerciaux des différents pays ont, pourra se perpétuer à l'avenir et permettre à la Guinée de décrocher une grande part aujourd'hui du fret malien. Moi, j'ai quand même quelques petites questions. Une petite question, c'est par rapport au report de la capacité logistique aujourd'hui. En fait, ce qui arrive aujourd'hui, il y a un grand impact aujourd'hui de la crise malienne sur les supply chains guinéennes, au point de créer parfois certains manques de flotte ou de camions aujourd'hui dans certaines industries guinéennes. En fait, aujourd'hui, les camions qui desservaient le corridor Dakar-Bamako et par exemple qui desservaient le corridor Abidjan-Bamako étaient censés venir sur Conakry pour servir ce corridor. Mais certains trouvent la route moins praticable et ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas eu report de capacité. C'est-à-dire que les camions qui assuraient le fret aujourd'hui en Guinée, c'est les mêmes camions aujourd'hui qui vont vers le Mali. Ceci pose problème en ce sens où aujourd'hui, les industriels guinéens n'arrivent pas à écouler quelque part certains produits à l'intérieur même du pays. Donc, l'idée, c'est de savoir aujourd'hui quels sont les outils ou peut-être les instruments que les Maliens sont en train de mettre en place de leur côté afin de permettre aujourd'hui de soutenir les supply chains guinéennes dans cette crise, en fait. C'est beaucoup plus ma question. Merci Laurent pour cette intervention si pertinente. On va finir, hein? On va prendre juste un dernier intervenant, le représentant du Mali, de Aslog Mali. Est-ce qu'il est là? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Nabila, c'est ça? Oui, c'est Nabila. Parfait. On vous donne juste 3 minutes pour résumer, parce qu'on a dépassé l'heure. Donc, je rappelle, c'est l'invité d'honneur pour ce webinaire, l'association logisticien du Mali. Oui, effectivement. OK, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour également. Voilà. Bonjour aux collègues de l'ASLOG Mali, Association des logisticiens au Mali. Et également, bonjour et un spécial hommage au président de l'ASLOG, M. Ibrahim, et également à nos consoeurs du Sénégal, et également à tous les participants et au peuple de la Guinée, de toute l'Afrique, également du Sénégal. OK, je vais peut-être pas décrire encore voilà, le Mali sur le plan économie, également sur le plan transport, parce que ça a été déjà notifié par les experts, notamment Mme Tabara et également M. Francis. À présent, ce que je voulais dire, c'est que voilà, actuellement, à la tête du Mali, nous avons un gouvernement, une junte, et également, nous remercions également pour cela. Sur la situation, sur ce qui, par exemple, pour juste précision, il y a M. Francis qui parlait peut-être des distances au niveau par rapport au Mali, également du Mali et des différents pays, c'est-à-dire des différents ports. Et M. Diawara également, je tiens à le remercier parce qu'il a vraiment donné les points clés également, donc je ne vais pas également m'attarder sur ça. Seulement, je vais peut-être dire que côté, avant de parler des interventions sur la crise malienne et consorts, il faudra peut-être faire un rapport entre le supply chain, qui veut dire voilà, une chaîne logistique,
si le Mali fait partie de cette chaîne, alors que si une partie de la chaîne est coupée, cela veut dire qu'il y a un problème, il y a également une rupture. Au-delà également, le Mali, c'est un pays enclavé. Et pour tous ceux qui savent, un pays enclavé, en réalité, vu que Diawara également a mentionné la partie compétitivité, le Mali constitue actuellement un avantage économique, un avantage également compétitif pour l'ensemble des 7 pays frontaliers avec les différents ports. Et également, cette crise intervient dans le cadre... cette crise, en réalité, va permettre au Mali, et également, notamment ces sanctions, ça va permettre au Mali de redéfinir également ses objectifs et également voilà, sa stratégie de transport dorénavant, parce qu'il faudra reconnaître que le Mali importe plus qu'elle n'exporte. Et sur ce plan, avec voilà, cette crise qui vraiment a... On ne s'attendait pas à ça et c'est qu'il y a une opportunité pour ASLOG Mali également d'avoir au moins une existence au Mali et permettre également à cette association de penser et de réfléchir à comment monter une stratégie voilà, de transport à l'avenir pour éviter toutes ces complexités. Maintenant, j'ai également aimé la partie où voilà, les Guinéens supportaient la compétitivité ou plutôt parlaient du port de la Guinée, également les Sénégalais de leur côté, également la Côte d'Ivoire. En réalité, la stratégie de transport qui va être développée dans le futur, peut-être par les Maliens, ça sera peut-être pour mettre l'ensemble de ces pays peut-être voilà, en confrontation et voir qui pourra peut-être avoir ce marché, parce qu'il ne faut pas oublier également que les pays enclavés, en réalité, constituent voilà, ce part de marché qui va vraiment aider ces différents pays côtiers, sans quoi je dirais que voilà, l'existence de leur port ne serait pas peut-être trop importante si ça ne suffisait qu'à juste approvisionner l'interland de leur pays. Cependant, la situation économique du Mali qui a été également brièvement étayée par nos confrères, notre frère également, M. Diawara, nous importons plus que nous exportons. Et actuellement, cette crise, quand même, elle est bénéfique pour le Mali parce que voilà, ça nous a permis au moins de nous recadrer sur le corridor Mauritanie. Et également, il y a ce qu'on appelle, Diawara a parlé par exemple de la stabilité, également de la politique, de l'aspect politique. Et cette crise également nous a fait reconnaître que malgré que les infrastructures soient importantes pour les pays, pour le développement logistique, la stabilité politique également, elle est nécessaire. Elle est nécessaire et on espère que voilà, dans le futur, cet aspect également sera tenu en compte. Maintenant, pour l'historique également du shift vers le... plus vite, hein, parce que là, on a dépassé l'heure. Donc, si vous pouvez voilà, finir rapidement. D'accord. Voilà, je voulais également attirer peut-être pour la petite partie, vu que je suis ingénieur logistique et je me focalise, mes études sont focalisées sur voilà, la logistique dans les pays enclavés. Dans l'avenir, peut-être que je vais dire à la Guinée que le Mali peut en réalité peut-être être retourné vers le Sénégal si les rails sont opérationnels dans le futur, ou plutôt va être voilà, un marché pour la Guinée si le fleuve Niger est étudié en profondeur, car ce fleuve va de la Guinée vers le Niger pour permettre au Mali encore d'avoir accès au port du Nigeria, ce qui va également être un boulot pour voilà, les logisticiens du Mali qui vont repenser également la stratégie logistique. Il y a également l'Algérie, le port d'Algérie qui n'est pas encore voilà, exploité à cause des infrastructures et que le Mali également va repenser à cela. Alors la place maintenant est au mieux offrant et au plus offrant. Je remercie l'ensemble de la communauté guinéenne, sénégalaise et l'ensemble de l'Afrique, également les collègues de l'association des logisticiens au Mali pour leur présence forte, également aux différentes panélistes et à l'organisateur également. Merci Nabila. En tout cas, c'est très pertinent ton intervention. Donc, je vais me tourner pour le mot de la fin aux panélistes. Donc, Ousseynou, Tabara et Eric. Le modérateur. Oui, Diawara.
si vous me permettez une minute là, parce qu'il y a une grande entrave vraiment qui freine tout même le corridor par rapport à ça. Quelle qu'en soit l'organisation logistique que nous allons faire, si nous n'avons pas un transport professionnel, dis-toi que nous sommes voués à l'échec. Vous savez qu'aujourd'hui, nous exploitons, que ce soit au niveau d'ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la Guinée, les transports et l'informel. Il faut aujourd'hui d'avoir une plateforme, une bourse de fret, avant que les camions quittent Bamako pour être dans les différents ports. Il faut qu'ils soient programmés. Au lieu de faire des longues descentes ici, les apprentis sont fatigués, les conducteurs sont fatigués, les véhicules sont usés. Et puis, compte tenu de tous ces coûts, moi, je pense qu'il est temps, avec les différents pays, de faire une frais de bourse virtuelle, de deux, l'organisation professionnelle du monde des transports. Vous savez que le transport est de forme vraiment informelle. Tout le monde, je suis content, j'ai des moyens, je veux payer un véhicule, l'exploitation passe par défaut. Sauf par rapport au groupe, aux différentes organisations qui possèdent des véhicules par rapport à l'exploitation. Alors que le vrai transport, c'est le transport professionnel. Moi, je pense qu'il est mieux, quel qu'en soit tout ce que nous allons faire aujourd'hui, à l'absence du chemin de fer, il faut obligatoirement avoir vraiment de telle sorte qu'un monde de transport professionnel. Tout ce que nous voulons faire, s'il n'y a pas de transport professionnel, à l'absence du chemin de fer, pratiquement c'est tout c'est voué à l'échec. Surtout, le transport routier n'est pas rentable en dehors des 500 km. Donc, moi, je pense que les États doivent réfléchir pour mettre en place des chemins de fer et l'organisation vraiment du truc par rapport à ça. Merci. Merci, M. Diawa. On a beaucoup aimé votre intervention. Modérateur, Oui, je pense qu'on ne pourra pas donner la parole à tout le monde. Là, on a dépassé l'heure. Donc, je vais donner la parole aux panélistes pour le mot de la fin. Moi, je suis gestionnaire de flotte automobile. On ne s'entend pas très bien. Je suis gestionnaire de flotte à UMS. Oui. UMS, c'est une société de transport leader de la logistique EDP. Donc, à ma petite connaissance, je dirais ici que la Guinée et le Mali, vous voyez, il y a une trafic. Le Mali, par exemple, les chauffeurs sont habitués à rouler sur les terrains plats. Mais en République de Guinée, Gassimou, on ne vous entend pas très bien. Donc, ici, on nous entend pas très bien. Sur tout ce que vient de dire, je parle, oh, s'il vous plaît, je parle de l'élection ici. On a perdu. Ousseynou, je pense que panélistes, en fait, on va finaliser le webinaire. Ousseynou, est-ce que vous pouvez reprendre la parole pour le mot de la fin et surtout donner des perspectives pour l'avenir? Si la crise perdure, qu'est-ce qui va arriver? Si la crise termine, qu'est-ce qui va arriver? Merci beaucoup à tous les intervenants. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu l'opportunité de beaucoup apprendre de part et d'autre. Et voilà, je remercie aussi beaucoup Francis. Intervention, de même que Tabara ainsi que tous les autres intervenants. Et voilà, le mot de la fin, c'est quoi? En termes de, je pense bien que normalement, d'ici 1 mois, 2 mois, les frontières devraient être réouvertes d'après voilà, les perspectives que nous voyons. Maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà de la crise malienne. Et comme j'ai dit tantôt, si nous voulons nous développer en tant qu'une Afrique unie et soudée, il faut impérativement que l'on puisse développer en fait les échanges intra-africains. Je pense que ça, c'est un must. Déjà, ça va permettre de développer nos économies, mais en même temps, ça va contribuer à diminuer en fait le coût de la vie. Parce que si on a la possibilité de s'approvisionner au Mali et que les Maliens ont la possibilité de s'approvisionner en Guinée et que les Guinéens en font autant au Niger, je pense qu'on pourra beaucoup gagner en termes de coûts logistiques. Et aujourd'hui, l'autre fait sur lequel il faut beaucoup insister, c'est comme l'a dit tantôt les autres intervenants, c'est sur en fait la mise sur pied de la réhabilitation, je dirais plus, du chemin de fer qui va
permettent en fait de capter beaucoup d'économies par rapport aux coûts qui sont généralement déboursés par les entreprises logistiques, mais aussi ça va jouer sur la célérité des opérations logistiques. Donc, voilà, comme on est un peu pris par le temps, c'est en fait, voilà, ces points-là que je voulais ajouter encore. Voilà, Eric, pour la modération. si on entend bien Ousseynou, voilà, donc il y a de bonnes perspectives. Les frontières seront bientôt réouvertes. Le Sénégal, même si actuellement il n'est pas très même si actuellement c'est la Guinée qui est plus avantagée en termes de perspectives, bon, le Sénégal n'a pas encore dit son dernier mot parce que bientôt il y aura une réhabilitation du tronçon à Dakar-Bamako en termes de chemin de fer. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Eric? Oui, merci pour la parole. Hein. Avant de peut-être dérouler le décor, j'aimerais d'abord, comme je me présentais tout à l'heure, je fais actuellement une thèse de doctorat et mathématiques porte sur la compétitivité des ports et de leur impact sur les opérations du commerce extérieur. Donc, qui dit commerce extérieur dit opération d'importation, d'exportation et transit de marchandises. Et je trouve que ce sujet est d'autant plus intéressant parce que c'est vraiment un sujet d'actualité et qui cadre carrément à mon sujet de recherche. C'est pourquoi j'en profite pour remercier les organisateurs, les panélistes et puis les acteurs maliens qui ont intervenu. Je pense à M. Diawara et M. Nabila qui ont apporté plus de précision en termes de besoins et en termes de zone d'ombre qu'il y a au niveau de la logistique des pays enclavés, en l'occurrence le Mali. Mon analyse face à la situation, c'est que vu l'embargo et la situation actuelle, je trouve que cela profite énormément à la Guinée-Conakry. Dans la mesure où aujourd'hui, il y a plusieurs critères qui ont permis à ce que les acteurs économiques puissent ce choix majoritaire. C'est la position géographique, ce sont les influx, ce sont les interlands, c'est le coût, le temps, avec le fait que déjà au port de Conakry, l'État guinéen a mis en place un projet de guichet unique du commerce extérieur de Guinée qui va venir faciliter les échanges commerciaux à l'import comme à l'export de tous les flux de marchandises, que ce soit et pour toutes les procédures, pour tout type de marchandises, conteneurisées, vrac, conventionnelles, ro-ro. Voilà, donc il y a un certain nombre de panels de critères de compétitivité que les opérateurs économiques guinéens, enfin les chargeurs guinéens doivent prendre en compte, qui sont des critères nouveaux, la connectivité en termes de digitalisation, des services de valeur ajoutée, à savoir la construction des entrepôts, des services d'information et de communication et surtout la stabilité politique, mais également socio-économique, puisqu'on parle également des situations de grève, d'immigration clandestine, etc. Donc voilà autant de critères que les acteurs maliens peuvent prendre en compte. Maintenant, pour conclure, la question que j'ai envie, en ma qualité d'expert, de me poser, c'est à la fin de l'embargo, nul ici n'est décideur de la fin de cet embargo. Est-ce que les acteurs maliens vont se retourner vers ses anciens partenaires? La question reste sans réponse et je pense que seules les autorités maliennes et les acteurs logistiques maliennes pourront répondre à la question. Donc, seul l'avenir nous le dira, mais je pense que pour des raisons de compétitivité, je pense que les acteurs maliens ont intérêt à devoir s'ouvrir à la concurrence, que ce soit la Côte d'Ivoire à travers le port de San Pedro ou le port de Conakry en Guinée ou alors le port de Dakar,
ce sera à eux d'évaluer en fonction de leurs critères de compétitivité. Sur ce, je vous remercie et je souhaite à chacun de vous un bon week-end. Merci, Eric. Tabara, le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour cette conférence, ce webinaire qui était très intéressant parce qu'on a dépassé, parce que c'était justement assez captivant. Merci pour les différentes interventions qui étaient très, très pertinentes. Effectivement, on en a appris beaucoup, surtout sur les facteurs qui empêchent en fait d'avoir un transport performant, du moins des échanges performants entre les différents pays et le Mali. Donc, de façon globale, je veux dire, il y a beaucoup de pistes de solutions qui ont été ressorties de toutes les discussions, de toutes les interventions qui ont eu lieu. Donc, déjà, par exemple, dans le court terme, on a monsieur Massouma, je pense, a un peu fait état de la situation à la Guinée, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est la Guinée qui est présentement ouverte et Nouakchott. Donc, la Guinée, par exemple, voit dans quel sens les transporteurs qui peut-être étaient focalisés sur le Mali, là, je parle vraiment de façon grosso modo, encore voir si c'est réellement possible, voir avec les différents conseils nationaux de chargeurs et autres, voir comment prendre s'il y a des flottes qui, ici à Dakar, par exemple, ne travaillent pas, est-ce qu'il y a un moyen de les renvoyer vers la Guinée éventuellement pour pouvoir un peu assister la Guinée, vu qu'apparemment, il y a des soucis de transport et tout, jusqu'au Mali. Donc là encore, c'est juste d'après toutes les discussions que nous avons eues. Donc, ce sont des pistes de solutions. Maintenant, effectivement, si l'embargo continue, c'est un peu ce genre de solution dans l'immédiat qu'il faudrait essayer de voir. Et essayer maintenant, dans le moyen terme, avant ou après l'embargo, je vois que la Guinée continue ses investissements, qui le continue. Je pense que la Mauritanie fera de même. Et encore là, j'ai écouté l'intervention de M. Nabila et je pense que c'est vraiment la bonne intervention à avoir. Je pense que dans le moyen et le long terme, ce qui se passera en fait, c'est que maintenant, c'est le port qui offrira le meilleur service, qui aura le volume à the end of the day. Et je pense qu'avec cette crise encore, ça va aider à booster les ports maliens, les ports guinéens et mauritaniens. Bon, maintenant, le reste de Dakar, je vais dire Dakar, les ports ivoiriens devront après s'upgrade pour s'assurer que lorsque tout est ouvert, en fait, comment faire pour améliorer les services, les différents points qui ont été notés. Et par rapport, si on va du point de vue malien, effectivement, vu que c'est un pays enclavé, ça sera le meilleur port qui offrira le meilleur service, qui aura le volume. Donc, on espère déjà que cette situation se résolve d'embargo. D'une part, de l'autre, il faut que les différents ports des différents pays continuent les différents investissements vers le Mali en termes de développement d'infrastructures, bourses de transport, comme M. Diarawala dit. Donc, il faut vraiment maintenant travailler grâce aux différents réseaux aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de présidents de réseaux qui sont présents, voir comment à la fin de tout ça, créer vraiment, bon là on n'a eu que 2-3 heures, mais vraiment s'asseoir, faire des mini, voilà, et voir de façon concrète comment faire. C'est ça. Merci. Merci, Tabara. En tout cas, moi, ce que je retiens personnellement de ce webinaire, c'est qu'on a beaucoup appris, on a eu beaucoup d'informations. On a appris en tout cas que la Guinée-Conakry est en train de travailler pour développer en tout cas son plateau logistique et que voilà, est en train de se positionner pour devenir un client en tout cas majeur du Mali sur le plan de la logistique. Que la Mauritanie aussi, en tout cas, offre beaucoup de bonnes perspectives. La Côte d'Ivoire aussi. Bon, le Sénégal aussi est là. Donc, il y a beaucoup, l'avenir, en tout cas, nous dira par rapport au chemin de fer, qui, en tout cas, peut être une solution adéquate pour tout ce qui est transport volumétrique de marchandises. Donc, je remercie les organisateurs, Sénégal Supply Chain, Restlog. Je remercie tous les participants des associations de logistique du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et tous les panélistes aussi, Eric, Ousseinou, Tabara. Je pense que ces genres de webinaires, on devra en organiser tout le temps. Donc, nous, au niveau de Africa Supply Chain, on est disponible, en tout cas, pour accompagner ces genres d'événements. Certainement, on fera un papier sur ça, sur ce webinaire. Donc, on va partager. Donc, merci et ciao, ciao. Je vous souhaite un bon week-end
et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. OK. Au revoir. Merci. Au revoir.